Alors, parlons de l'Asie-Pacifique, on est vraiment à un carrefour fascinant en ce moment. C'est l'histoire d'une puissance économique absolument gigantesque, mais qui doit faire face à des pressions qui le sont tout autant. Bref, une histoire de résilience, de divergence et surtout, on va le voir, d'adaptation. Allez, on attaque directement dans le vif du sujet avec un chiffre, un seul, 60%. 60% de quoi, au juste? Eh bien, c'est la part de toute la croissance économique mondiale que la région Asie-Pacifique devrait générer à elle seule. C'est juste énorme. Ça confirme bien son rôle de locomotive, de moteur de l'économie mondiale. Et ça montre une résilience assez incroyable malgré toutes les turbulences. Mais attention, ce serait une erreur de penser que tout le monde profite de la même manière. Cette croissance massive, en fait, elle cache une réalité beaucoup plus complexe. On a affaire à une histoire de divergence, un récit où coexistent quasiment deux Asies, avec des trajectoires qui n'ont rien à voir. Et ça, c'est particulièrement visible au sein du bloc ASEAN. Regardez ce tableau, le contraste est saisissant, il n'y a pas d'autre mot. On prend les 5 plus grosses économies de l'ASEAN, et là la fracture est nette, évidente. D'un côté, on a des champions comme le Vietnam ou les Philippines, avec une croissance super solide, et de l'autre, on a la Thaïlande, qui est clairement à la traîne. C'est ça, la divergence économique dont on parle, noir sur blanc. Et pour bien comprendre pourquoi on a un tel écart, rien de mieux que de prendre les deux extrêmes. D'un côté, le Vietnam. C'est simple, c'est la nouvelle usine du monde. Le pays attire des milliards d'investissements étrangers. Surtout dans l'industrie, l'électronique. Ça tourne à plein régime. De l'autre côté, la Thaïlande. Là, c'est une autre histoire. Le pays est comme paralysé par l'instabilité politique, le tourisme qui peine à redémarrer, des tensions aux frontières. On a donc deux voisins, mais pour 2026, ils s'engagent sur deux chemins économiques radicalement opposés. Bon, on a vu les dynamiques internes. Maintenant, il faut parler du conflit central de toute cette histoire. Parce que cette formidable machine de croissance, elle n'est pas dans une bulle. Elle est frappée de plein fouet par deux menaces externes. Deux chocs vraiment, qui sont en train de rebattre complètement les cartes. Alors la question est simple. Qu'est-ce qui menace cette croissance asiatique? Qu'est-ce qui pourrait tout faire dérailler? Eh bien, il y a deux grands facteurs de risque, deux chocs majeurs à surveiller de très près. Le premier choc, en fait, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais son poids se fait de plus en plus sentir. C'est ce qu'on appelle le mur tarifaire américain. Concrètement, ce sont des droits de douane parfois très élevés qui sont toujours en place sur des produits venant d'Asie. Pour des pays dont l'économie repose énormément sur les exportations, c'est un obstacle énorme qui force tout le monde à revoir sa copie. Et puis il y a le deuxième choc. Lui, il est plus récent, mais peut-être encore plus perturbant. C'est le second choc chinois. Pour faire simple, l'économie chinoise ralentit chez elle, donc pour écouler sa production massive, elle inonde le reste du monde avec ses produits à bas coût. C'est comme un tsunami de concurrence qui déferle et qui risque tout simplement d'évincer les fabricants des autres pays d'Asie du Sud-Est de leur propre marché. Alors face à ce double coup dur, les tarifs américains d'un côté, la déferlante chinoise de l'autre, on pourrait penser que la région subit. Mais pas du tout, loin de là. En réalité, on assiste à une adaptation ultra rapide à un grand pivot stratégique. C'est ça la vraie histoire. Et ce pivot, il se fait dans deux directions. D'abord, un pivot vers l'intérieur. On se concentre sur son propre marché, sur la classe moyenne locale qui grandit et qui consomme de plus en plus. Et ensuite, un pivot vers l'extérieur, mais un pivot malin. On déplace les usines, on réorganise toute la production pour contourner ces fameux obstacles commerciaux. Cette réorganisation, c'est ce qu'on appelle le nearshoring, la relocalisation de proximité. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le but premier, bien sûr, c'est d'esquiver les tarifs, mais en rapprochant la production, on se rend compte qu'il y a d'autres avantages énormes. Les coûts de transport chutent et les délais de livraison sont parfois divisés par 2. C'est une réponse hyper pragmatique et super efficace. Et ce n'est pas que de la théorie. Regardez, si on prend l'exemple du Vietnam, on voit bien où va l'argent. Plus de 62% des investissements étrangers qui arrivent dans le pays, ils vont directement dans les usines, dans le secteur manufacturier. C'est la preuve par A plus B que ce grand pivot n'est pas juste une idée, c'est une réalité économique massive qui est en train de se passer sous nos yeux. Alors, si on doit résumer la situation pour 2026, tout se joue sur un fil. C'est un véritable exercice d'équilibriste. D'un côté, on a une force de croissance incroyable, indéniable, et de l'autre, des risques tout aussi importants qui menacent de tout faire basculer. Et ces risques, il faut vraiment les avoir en tête. On parle d'une possible escalade des tarifs américains, bien sûr, de la pression déflationniste chinoise qui ne faiblit pas, des tensions géopolitiques qui montent notamment en mer de Chine méridionale, sans oublier l'instabilité politique interne dans certains pays, ou même les défis démographiques comme au Japon. Bref, les vents contraires sont nombreux. Et cette prudence, ce n'est pas juste une analyse de notre part. Une enquête de JP Morgan le montre très clairement. Près de la moitié des dirigeants financiers de la région s'attendent à un climat plus difficile en 2026. Le mot qui domine, pour l'année à venir, c'est vraiment l'incertitude.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question qui dépasse largement 2026. Est-ce que tout ce qu'on vient de décrire, ces chaînes d'approvisionnement qui se redessinent, ces murs commerciaux qui se dressent, est-ce que c'est juste la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue, ou est-ce que c'est au contraire le tout début d'un nouveau chapitre, avec de toutes nouvelles règles du jeu ? La question reste ouverte.